Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue à ce 161e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je réponds à 5 questions et c'est votre cadeau de Noël. Donc ce soir, c'est le réveillon. Vous comprendrez que j'enregistre ces épisodes-là d'avance parce que ça me tente pas pantoute de m'asseoir tout seul dans mon sous-sol dans le temps des fêtes. Donc tous les épisodes du temps des fêtes sont pré-enregistrés. Mais j'en profite quand même, là, même si on est en novembre pendant que j'enregistre, pour vous souhaiter un beau réveillon. Donc, c'est vraiment, je le dis à chaque année, là, mais moi, c'est vraiment la période de l'année que j'adore parce qu'on a du temps en famille. Tout est plus au ralenti, pas de routine. Donc, c'est vraiment un moment que j'apprécie. Donc, j'espère que vous aussi, vous passez du bon temps avec votre famille, vos amis, puis vous allez passer une super soirée ce soir. C'est pas le réveillon, je pense qu'on est le 23, c'est ça. J'enregistre d'avance, là. Je suis mêlé d'un date, mais bref, j'en profite quand même pour que demain, vous ayez un beau réveillon puis un beau temps des fêtes. Donc, je commence avec la première question qui vient de Charles. Charles m'écrit « Salut, j'ai une question pour toi qui pourrait possiblement être utile aussi aux abonnés du podcast. Je suis avec Wealthsimple et récemment, j'ai vu leur publicité passer sur leur nouveau compte autogéré d'obligations de qualité qui rapporterait en date d'aujourd'hui 3,6% et ce, en restant très liquide et presque sans risque. Ils mentionnent même que c'est fait pour conserver le capital et que c'est très bien pour un fonds d'urgence. Ceci dit, étant donné que Cash.to est moins performant qu'avant dû à la baisse du taux directeur, ça m'a fait réfléchir à mettre une partie de mon fonds d'urgence soit dans un FNB d'obligations de qualité comme XSH ou dans le compte autogéré de Wealthsimple. Qu'en dis-tu? Je t'ai mis une photo en pièce jointe. Ma réponse à Charles, c'était Cash.to était actuellement, au moment de répondre à Charles, là, il était à 2,69%. Donc, c'est quand même quasiment 1% de plus le produit qui me parle, ce qui semble intéressant. En revanche, sur le 3,6% de rendement calculé, j'y demandais si le 0,5% de frais de gestion du produit était déduit sur Wealthsimple. Aussi, je voyais que c'était un portefeuille d'obligations. Est-ce que le capital est réellement protégé? Quand tu dis presque sans risque, est-ce que c'est comme 2022 où les obligations ont descendu autant que les actions? Aussi, je voyais que, en fait, je suis allé lire là, sur le site, puis quand il parlait de conservation de capital et de fonds d'urgence, il faut être prudent. En gros, c'est un FNB d'obligation, là, puis ça peut avoir des rendements négatifs, même si c'est quand même plus rare là, à long terme que les actions. Mais à long terme, je me suis mal exprimé. Je ne veux pas dire qu'à long terme, les actions sont plus souvent négatives que les obligations. Je veux juste dire que les obligations sont moins volatiles habituellement que les actions. Au lieu de parler de rendement, on va parler de volatilité. Donc, vite de même, ça me semble être une bonne idée pour un projet moyen terme, mais en bas de 3 ans ou pour un fonds d'urgence, je préfère encore Cash.to personnellement. En ce moment, je répondrais ZMMK, mais j'ai demandé, lui, il en pensait quoi? Parce que c'est bien beau, moi, de dire que je préfère, parce que moi, un fonds d'urgence, il faut que ce soit safe et liquide. Je veux pas en tout que ça descende, donc je serais même pas prêt à mettre ça dans des obligations. Donc, mon fonds d'urgence, pour moi, c'est un FNB là, comme Cash ou ZMMK ou CSV, il y en a plein, là. Mais pas du tout dans un compte d'obligation. Donc, non, ma réponse est non. Je n'irai pas avec ça pour un fonds d'urgence, mais pour un projet entre 3 et 5 ans ou 2 à 4 ans, peu importe ton horizon de temps à toi, là, ça peut être quelque chose de correct. Mais tu sais, c'est pas de la magie, là. Il te propose 3,6%, mettons, parce que c'est des obligations, justement. Tu peux avoir la même chose avec un FNB d'obligation. C'est pas un compte épargne là, qui te propose. Donc, il faut faire la juste part des choses. Deuxième question, Marie-Soleil. Salut, question pour toi. Peut-on investir avec un robot conseiller sur Disnat? Ma réponse à Marie-Soleil est très courte. Non, pas pour l'instant du moins. Donc, quand tu investis avec Disnat, tu dois virer l'argent vers ton Disnat et tu dois investir de façon manuelle. Tu peux bien sûr mettre des ordres. Là. Donc, si tel titre monte à tel... descend à tel prix, je veux l'acheter, ou tu peux juste mettre un prix ridicule comme, mettons que tu veux acheter du VFV, là, je vais dire du XEQT. Tu veux acheter du XEQT, on va dire qu'il est à 50$, puis tu veux absolument l'acheter à chaque vendredi, ben tu peux dire, ben tu mets un ordre pour que vendredi, jusqu'à vendredi, si le titre est en dessous de 50$, en dessous de 40$, ben tu l'achètes, tu es sûr que XEQT va être au-dessus de 40$, excuse, en dessous de 80$, donc tu es sûr que XEQT va être en dessous de 80$, donc tu vas l'acheter, tu sais qu'il n'est pas volatile tant que ça, fait qu'il ne montera pas
à 80, là, tu vas l'acheter probablement à 52 au pire. Fait que ça, c'est correct, mais il faut quand même que tu le fasses manuellement. Donc, non, tu ne peux pas investir sur Disney avec un robot conseiller. Troisième question, Jean-François. Bonjour, Monsieur Finance fondamentale. J'aimerais te féliciter pour ton podcast. Tu es très dynamique et j'adore ta façon d'expliquer les choses. Merci, Jeff. Tes étudiants sont chanceux de t'avoir comme prof. Ça, faudrait leur demander. J'aimerais apporter une petite précision concernant l'épisode 118 et les comptes de courtage pour les enfants mineurs. Il dit c'est possible d'ouvrir un compte de courtage au nom de l'enfant avec son numéro d'assurance sociale et de faire des investissements à son nom via Disney. Il dit qu'il l'a fait pour ses deux enfants de 14 et 15 ans. Ils ont quelques milliers de dollars investis dans VEQT et VBAL. Lorsqu'ils vont avoir 18 ans, le compte va devenir un compte normal, non enregistré, au nom des enfants. Donc, ça ne deviendra pas un CELI. Il faut que cet argent-là soit transféré dans le CELI. Il dit que ça s'appelle un compte qualité de tuteur. Donc, sur Disney, je suis allé voir, là, c'est un formulaire qui s'appelle DX11A. Tu peux ouvrir un compte qualité tuteur et investir pour tes enfants à leur nom. Les documents d'impôt vont être au nom de l'enfant. Alors, il n'y a pas besoin d'ajouter ça sur ses impôts à lui. Tout ce qui est rendement, là. Donc, mettons, tu mets 1000 $ pour ton enfant, puis tu as fait 10 de rendement, tu as fait 100 $. Le 100 $ est au nom de l'enfant et non pas à son nom à lui sur les impôts. Donc, ça, je n'ai pas vérifié, mais l'info vient de Jeff. Comme si Jeff était super crédible, mais il a l'air de savoir de quoi il parle, donc je n'ai pas vérifié. Mon message, c'est je ne suis pas sûr que cette information est véridique. J'ai cliqué sur le formulaire, il existe. Comment fonctionnent les impôts là-dessus? Je n'ai pas vérifié. Vous poserez vos questions. Donc, j'enlève pas de crédibilité ou j'en ajoute pas à Jeff. C'est juste une question d'auditeur, puis c'est bien correct de même. Je suis bien content d'avoir appris ça. Je savais pas. Je pensais avant que Jeff m'écrive qu'on pouvait pas faire ça. Donc, je suis vraiment content de l'apprendre. En ce moment, j'investis l'argent de mes filles dans mon CELI à moi, mais cette année, je n'aurai plus de place à partir. En fait, j'ai fini de le remplir là, en décembre. Je vais avoir fini en décembre, mais vous écoutez l'épisode le 23, donc j'aurai fini de le faire. Donc, ça peut être une option intéressante. Tant qu'à le mettre dans mon nom enregistré, peut-être envoyer ça dans un compte qualité tuteur, je vais réfléchir à tout ça. Donc, question 4, en fait, c'est plus un commentaire de Jeff. Là. J'ai répondu à Jeff, j'ai dit merci, puis j'allais apporter cette pression-là dans un épisode futur. Puis je trouvais ça important de le faire dans un épisode régulier pour que le plus de personnes y aient accès, plutôt qu'un épisode pour les personnes abonnées. Donc, faites ce que vous voulez avec cette info-là. Question 4, c'est Marie-Soleil. Elle me dit « Salut, voici une question pour l'un de tes podcasts. Ma fille a 14 ans, elle travaille depuis l'été dernier dans un camp de jour l'été et elle réussit à épargner 50% de son salaire, donc environ 1500 $. Le reste du 1500 $, elle l'a dépensé pour différents besoins personnels et des sorties. Pour l'instant, le 1500 $ épargné dans un compte épargne chez Desjardins. À cet âge-là, c'est quoi les options pour placer son argent avec le plus d'intérêt possible sur le long terme? Sachant qu'elle va travailler encore cet été, elle désire augmenter son épargne. Je disais, salut Marie-Soleil, j'ai appris avec JF, justement, qu'on pouvait ouvrir un compte de courtage au nom de l'enfant. Tu pourrais donc l'accompagner là-dedans, mais ça serait dans un compte non enregistré jusqu'à ses 18 ans. Ensuite, le montant pourrait graduellement être transféré dans son CELIAP, CELI, REER, peu importe. Anyway, l'important, c'est de développer l'habitude d'épargner puis d'investir. C'est pas grave s'il y a un petit peu d'impôt dans son compte non enregistré au début. Tu peux même y payer au pire. À toi de voir comment tu veux fonctionner. Une autre option, ben, si son REER n'est pas maximisé, elle pourrait mettre le montant dans ce compte-là avec toi pour t'aider à le remplir. Là. Puis c'est elle qui en profite de toute façon à la fin. Sinon, ben, si tu ne veux pas ouvrir de compte et tu as de la place dans tes CELI, tu peux faire comme moi, avoir un fichier Excel puis suivre le FNB de ta fille, sa valeur, puis tu lui donnes l'argent quand elle est rendue à 18 ans. Donc, c'est pas mal les trois options qui me viennent en tête. Là. Ouvrir un compte pour ton enfant à son nom, comme on a vu tantôt, là, le compte qualité tuteur, là, que ça s'appelait sur Disney. Sinon, tu peux l'inviter à t'aider à remplir le REER ou investir dans ton CELI à son nom si tu as de la place. À 14 ans, là, si j'ai mis dans l'ordre, mon option préférée, c'est la 2. Donc, cotiser au REER avec toi si tu as de la place. Ensuite, ça serait la 1. Ouvrir un compte à son nom pour qu'elle devienne un peu plus autonome. Puis 3 dans le CELI, ce que je fais actuellement. Là. Donc, ce que je fais, c'est la pire option pour moi. Mais la 2 est déjà prise. Le REER de mes filles est plein, donc je ne peux pas la faire. Mais je pense bien leur ouvrir un compte de courtage bientôt. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Question 5, la dernière, un petit peu plus longue de Charles.
Donc, Charles, je vais lire directement mes réponses après ces questions parce que j'ai répondu directement dans son courriel parce que c'est un long courriel. Et donc, en gros, là, je disais désolé, Charles, pour le délai de réponse. Là. C'était vraiment plusieurs réponses qu'il fallait que je réfléchisse. Donc, ça avait pris un peu plus de temps. Il m'a écrit Salut FF. Je me permets peut-être à tort un ton plus familier. J'écoute ton podcast depuis un peu plus d'un an. Je suis abonné depuis mai 2024 et c'est comme si ça fait partie de mon quotidien. Donc là, je disais, je me sens comme ça aussi des fois avec des podcasts que j'écoute souvent. On dirait que je croiserais la personne puis je la connaîtrais. Là. Donc, il m'écrit d'abord, je sais qu'on te le dit souvent, mais un gros merci pour ton podcast. Avant de trouver le tien, j'en avais écouté quelques-uns, mais c'est vraiment ta formule à toi et ton histoire qui m'a beaucoup parlé. Comme toi, j'ai envie d'économiser et d'investir, pas pour la finalité d'être riche, mais plutôt pour m'assurer que mes enfants manquent de rien et auront un coup de pouce. Moi aussi, je me suis réveillé début trentaine en pensant que j'avais une base en finance, me rendre compte que mon épargne n'était pas placée. Moi aussi, quand j'ai fait affaire avec des conseillers financiers, j'ai souvent eu l'impression de les déranger ou d'avoir un service ordinaire. Ton podcast m'a énormément appris et j'ai fait des changements depuis. Mon but, c'est que ma conjointe suive aussi ce qu'elle a avoir terminé son congé de maternité de notre deuxième enfant. Donc, mon but, c'est que ma conjointe suive aussi quand elle aura terminé son congé de maternité de notre deuxième enfant. Donc, merci beaucoup, Charles, puis félicitations pour ce deuxième enfant. Donc, il me disait qu'il y avait quelques questions qu'il voulait partager. Bon, il s'excusait pour le gros courriel. Là. Il disait que ça faisait plusieurs semaines qu'il voulait m'écrire, mais il voulait bien organiser ses questions. Donc, la première question. Il dit, je comprends pas trop cash.to. T'en parles souvent sur ton podcast avec des rendements de 5%, à l'époque, bien sûr, là. Mais quand je regarde sur Yahoo Finance, c'est plutôt 0,4% de rendement. À quel point c'est plus safe que des obligations à 4,75%, mettons. Présentement, il dit qu'il y a cash.to pour son fonds d'urgence pour quelques mois de salaire, là. Puis il a voulu regarder du côté de FNB d'obligations, mais les rendements avaient l'air de baisser pour remonter très lentement. Bref, il ne savait pas où se situer là, pour ce genre de produit moins volatile pour son fonds d'urgence. Ma réponse là, à Charles là, pour cette première question-là, c'est que les FNB d'obligations peuvent fluctuer. Donc, ça permet de diminuer la volatilité dans un portefeuille. Mais si c'est pour un projet dans 3 ans, c'est mieux de prendre une obligation directement de 3 ans qu'un FNB d'obligation. Je n'irai pas dans le détail pourquoi, là, ça fluctue parce que c'est plus complexe. J'en ai déjà parlé dans les épisodes des abonnés, là, mais si c'est pour un fonds d'urgence ou un projet inconnu dans moins de 3 ans, assurément, Cash est un produit, Cash.to là, ou CashC, là, c'est un produit intéressant. Donc, il y a plein d'équivalents, là, mais c'est celui que j'utilisais à l'époque. Là, maintenant, c'est ZMMK. Au moment où j'ai répondu à Charles, il donnait 2,68% de rendement, donc environ le 0,22% chaque mois. Donc, si tu as 10 000 tu vas recevoir 22 chaque mois. Bien sûr, il y a certains rendements composés qui embarquent chaque mois, là, mais on garde ça simple pour le podcast. Par contre, c'est normal que tu vois 0% de rendement parce que tu fais aucun rendement en capital. Donc, sur ton Disnat, là, à droite, là, c'est écrit 0, des fois c'est écrit moins 0,07 ou plus 0,08. C'est parce que le prix de l'action ne bouge pas. Donc, s'il coûte 50 dans 5 ans, il va coûter 50 encore. Donc, l'argent que tu fais, elle apparaît dans ton encaisse comme des rendements en intérêt. Donc, ton 22 il apparaît dans ton compte, tu peux le réinvestir, tu peux le sortir, tu fais ce que tu veux avec, mais il ne va pas être compté comme dans le rendement en capital dans ta colonne de droite là, avec le chiffre. Donc, si tu sors chaque mois ton 22$ pour l'investir ailleurs parce que tu veux juste garder 10 000$ en fonds d'urgence, ben ton 10 000$ ne va jamais prendre de valeur parce que c'est uniquement des rendements, comme je viens de dire, en intérêt, comme un compte épargne. Donc, c'est sûrement pour ça que tu vois justement ton 0% de croissance là, que tu me disais tantôt. C'est des rendements qui n'apparaissent pas là, dans ton rendement capital. Donc, si tu prends ton 22$ que tu reçois et tu le remets dans le cash, ben, tu es maintenant à 10 022$. Donc, tu auras eu en fait un rendement de 0,22%, mais il n'apparaîtra pas dans ton Disnat. C'est juste comme si tu avais contribué davantage. Donc, c'est vraiment un produit pour la protection du capital, pas pour avoir une croissance de ce capital-là là, à long terme. Donc, question 2 de Charles. Dans l'épisode 109 sur la magie des dividendes, j'ai pensé à un portefeuille d'actions ou de FNB de dividendes que j'utiliserais pour les dépenses de la maison, pour des projets ou des vacances coûteuses. Les dividendes seraient reversés dans un compte plus stable, style obligation ou cash.to, mettons. T'en penses quoi? Ça ferait en sorte que ça ferait en sorte de jamais avoir à retirer du capital pour des projets. Et donc, de manière naturelle, plus le temps avance, plus j'aurai d'argent pour des projets. Avec un FNB de Vanguard, par exemple, je me couvre parce que j'aurais pas besoin de surveiller les actions individuelles pour ce genre de portefeuille-là. Je sais que ce n'est pas un investissement à gros rendement, mais ça serait une part de mon portefeuille dédié à générer un revenu pour payer des dépenses plus coûteuses et de ne pas affecter ma capacité d'épargne au moment de les faire, mais surtout éviter le plus possible le crédit. D'abord, ma réponse, là, ça va prendre des gros montants. Tu sais, si tes projets de rénovation, c'est ta toiture de maison, mettons, que tu as besoin de 30 000$,
tu as besoin d'avoir un maudit gros montant de capital là, pour payer juste ça avec des dividendes. Là, tu sais. Bon, mais si on oublie cette partie-là, dans un compte enregistré comme un CELI, ça peut passer là, pour le dividende parce que t'es pas imposé nécessairement là-dessus. Alors que dans un compte non enregistré, tu le serais là, davantage qu'avec du gain en capital. Mais encore une fois, j'ai rien contre les dividendes. J'aime ça recevoir de l'argent, mais c'est pas là, un style là, que je privilégie. Là. Tu peux aussi bien vendre 2-3 actions d'un FNB puis prendre l'argent pour faire ton projet au lieu que l'argent arrive d'un dividende dans ton encaisse. Tu sais, on dirait qu'on voit différemment l'argent qui apparaît comme par magie du dividende dans notre compte, alors qu'on peut juste vendre des actions, puis l'argent va apparaître aussi dans le compte. C'est juste qu'on n'a pas rien vendu, donc on a le sentiment que cet argent-là, elle arrive là, comme par magie, mais c'est que l'entreprise te verse une partie des bénéfices au lieu de le réinvestir. Donc, j'en ai déjà parlé, là, mais il faut voir cet argent-là de la même façon. Si tu as besoin de 30 000 puis tu le reçois en dividende ou que tu vends 30 000 d'actions, bien, ça devrait. En fait, c'est le même 30 000 $. C'est juste que oui, tu as vendu 30 000 $ d'actions, mais statistiquement, ton rendement devrait avoir généré un peu plus que 30 000 $ d'actions parce qu'il est supposé de faire un peu plus de rendement que le dividende, d'habitude, de croissance en capital. Donc, il faut arrêter de voir les dividendes comme de l'argent gratuit. Bref, je continue ma réponse là, à Charles, là, mais bon, c'est ça. Je disais que psychologiquement, on dirait que c'est différent, mais au final, c'est la même chose. Donc, je vais vous donner l'exemple. Là. Si un FNB normal comme exécuté fait 8 de rendement total et qu'un FNB à dividende fait 7 de rendement total, mais dans ce 7 %-là, tu en as 5, c'est des dividendes. Là. C'est de l'argent que tu reçois dans ton compte. Pourquoi est-ce que je privilégierais, mon Dieu, pas facile à dire, le dividende, le FNB à dividende si je perds 1 de rendement total? Au pire, je vends des actions d'exécuté pour aller chercher un montant équivalent et même 1 de plus au pire dans ce montant-là parce que j'ai fait 1 de plus de rendement. Donc, dans un compte non enregistré, c'est encore pire. Tu vas être imposé davantage avec le dividende que sur le gain en capital. Donc, par contre, si tu as besoin d'argent à court terme, l'idéal pour moi, c'est de protéger ton capital, là, puis de directement le placer dans un produit comme Cash.to ou ZMMK. Si tu comptes sur le dividende ou les rendements pour transférer l'argent de tes projets, ben là, tu es à la merci de la bourse. Là. Le dividende aussi peut être coupé là, si la bourse va mal là, chez les entreprises. Donc, en gros, non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que tu es juste mieux de considérer le rendement total, pas le rendement en dividende, puis de vendre des actions au pire si tu as besoin d'argent, mais de mettre tout ce qui est court terme dans un compte beaucoup plus sécuritaire qu'un FNB à dividende. La troisième et dernière question de Charles pour aujourd'hui. Dans l'objectif de ma question 2, OK, pour un FNB à dividende, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de FTN.to? C'est une action qui vise justement en plein ça à faire des dividendes, mais je ne connais pas ce type d'action-là privilégiée. J'ai 2 amis qui ont ce FNB-là depuis quelques années, puis ils n'ont aucune mauvaise surprise. Mais je voulais ton avis, surtout que je ne connais pas ce type d'action-là, ses avantages ou ses risques. Donc, ma réponse à Charles, le FNB, FTN.to, là, c'est un fonds canadien qui investit dans les entreprises de services financiers. Donc, il propose 2 types d'actions. Tu as les actions privilégiées, ftn.pr.a, et les actions de catégorie A, qui est juste ftn.to. Donc, les actions privilégiées, c'est des actions qui vont donner droit à des dividendes mensuels fixes. Donc, actuellement, au moment que j'ai répondu à Charles, le dividende était autour de 0,5 % par année, avant les actions ordinaires. Donc, tu vas toujours avoir droit à ce dividende-là avant les autres personnes qui ont les actions ordinaires. Ces actions-là sont généralement considérées comme plus sûres parce qu'elles vont être prioritaires en cas de remboursement du capital si l'entreprise fait faillite, par exemple. Cependant, elles offrent moins de potentiel de croissance comparé aux actions de catégorie A que je vais présenter après. Donc, encore une fois, c'est un impact fiscal important, peu de croissance, beaucoup de dividendes, donc tu vas payer plus d'impôts si tu es dans un compte non enregistré. Les actions de catégorie A, FTN, c'est des actions plus risquées parce que les dividendes et la valeur de l'action dépendent de la performance globale du fonds. Donc, elle va offrir un potentiel de croissance, mais aussi un peu plus de volatilité. Donc, c'est quoi les avantages puis les risques d'aller vers des actions privilégiées pour avoir un gros dividende? Mais les avantages, c'est que les actions privilégiées vont offrir un rendement plus stable avec un dividende qui est fixe, ce qui peut être intéressant pour les investisseurs qui cherchent justement à chercher des revenus réguliers pour des projets ou bien pour la retraite. Donc, les actions de catégorie A, quant à elles, là, vont offrir un potentiel de croissance plus élevé, mais avec un peu plus de risques. Justement, c'est quoi les risques? Ben, les actions de catégorie A sont plus exposées à la performance du fonds, puis ça peut fluctuer davantage, alors que les actions privilégiées sont plus sécuritaires, mais
tu n'auras pas le même potentiel là, de hausse. Donc, pour moi, c'est un FNB qui est niché, qui n'est pas nécessaire là, dans une stratégie simple d'investissement. Si tu l'utilises, pour moi, ça fait partie du pourcentage niché de ton portefeuille. Donc, exemple, dans ton 15% d'investissement actif, parce qu'utiliser ce FNB-là, c'est miser sur le secteur financier. Charles termine en disant que ces questions sont en lien avec des parties de son portefeuille parce que la plus grosse partie de son portefeuille à long terme, c'est dans VEQT et XEQT. Donc, pour commencer, il a pris les deux, puis il va analyser en profondeur ensuite lequel qu'il garde. Donc, j'ai dit assurément, un seul des deux est nécessaire. Il me remerciait pour le podcast, pour mon travail. Je disais merci beaucoup, là, ça fait plaisir. Et c'est pas mal ce qui met fin aux 5 questions d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Pierre-Luc Poulain, écrit en 2015, qui s'appelle Buffett et compagnie. Et cette semaine, vous allez avoir déjà depuis le début de la semaine, là, vous allez des actions qui sont présentées à chaque soir, des actions sur ma liste de surveillance. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. Been out here all morning. Not a single bite. Guess the fish finally figured it out. Just like hackers do, when Cisco Duo's on guard. With Duo's end-to-end phishing resistance, every login, every device, every user stays protected. No hooks, no catches, no bites. Cisco Duo. Phishing season is over. Learn more at duo.com.